Préparons demain, c'est le nouveau podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Préparons demain. Face à l'urgence climatique, nous devons transformer en profondeur le fonctionnement de notre société. Sécheresse, canicules, tempêtes, incendies, comme le 6e rapport du GIEC nous le rappelle, nous devons drastiquement réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour minimiser les effets du réchauffement climatique. Notre dépendance aux énergies fossiles est si importante qu'il est en effet impossible d'envisager une décarbonation de notre société dans le délai imparti. Il faudra ainsi réduire et transformer durablement notre consommation d'énergie. Dans le défi que représente la transition écologique, les territoires tiennent un rôle majeur et ils devront, eux aussi, anticiper et s'adapter pour aller vers plus de résilience. Qu'entend-on par résilience des territoires ? Quel est le constat actuel au sein des collectivités et pourquoi s'inscrire dans une démarche de résilience ? Nous répondons à toutes ces questions grâce à l'intervention de Laurent Delquerou et Corentin Rillet du Shift Project qui viennent nous parler de leur dernière publication intitulée « Climat et crise, comment transformer nos territoires ». Bonjour Laurent et bonjour Quentin et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le Shift Project et quelle est votre ambition ? Alors, le Shift Project est une association, loi du 1901, qui se présente comme un laboratoire d'idées consacré à la transition énergétique, consacré en particulier à la sortie des énergies fossiles. Nous mettons en avant ce que nous appelons la double contrainte carbone, c'est-à-dire l'urgence à sortir des énergies fossiles, à la fois pour des raisons climatiques, que vous avez rappelées, mais aussi pour la deuxième bonne raison que c'est une énergie basée sur une ressource finie, épuisable, qui finira par manquer et qui, d'ailleurs, dans ton programme, qu'elle finira dans la décennie 2030 pour ce qui concerne du pétrole par manquer en Europe. Très bien. Et pour ça, vous menez quel type d'action ? Nous produisons des publications, des ouvrages avec des messages solides et documentés, d'une part, et puis nous menons des actions de communication pour mettre en débat, pour faire en sorte que nos messages, nos publications soient au cœur des débats sur cette transition énergétique. Et donc les ouvrages dont vous parlez, à qui ils s'adressent ? Alors, les ouvrages que l'on produit s'adressent à toute une série de publics. Ça peut aller, notamment les décideurs économiques. Ça fait partie des cibles historiques du Shift Project. Mais ça peut être aussi les responsables de politique publique au niveau national, au niveau local, jusqu'aux responsables associatifs ou aux citoyens qui souhaitent jouer un rôle de portage, de relais de tous ces messages dans son entourage professionnel ou personnel. Très bien. Et donc vous faites tous les deux partie du programme consacré à la résilience des territoires. Et donc vous venez de sortir, comme je l'ai dit dans l'introduction, une publication qui s'intitule Climat, crise, comment transformer nos territoires. Pourquoi avoir décidé de lancer un projet sur cette thématique ? Les territoires, c'est finalement un peu la vie concrète, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux effets du dérèglement climatique ou qu'on s'intéresse aux politiques qui vont être menées partout en France. Celles-ci vont toutes finir par se matérialiser concrètement dans la vie des gens à travers les politiques territoriales, à travers ce qui se passe sur l'ensemble des territoires français. Sur l'enjeu de ces solutions à mettre en œuvre, le Shift Project a déjà beaucoup travaillé au niveau national sur des politiques macroéconomiques, sur les différents secteurs de l'économie française, entre autres à travers son plan de transformation de l'économie française. Et donc pour nous, il y avait déjà un enjeu à territorialiser un peu ces enjeux, à être capable de différencier les solutions à mettre en œuvre selon les types de territoires. Parce que bien évidemment, ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Et il y avait un deuxième point, c'est que si on veut réellement pouvoir traiter des effets des dérèglements climatiques, donc des politiques d'adaptation au changement climatique à mettre en œuvre, si on veut pouvoir traiter finement des conséquences potentielles des crises énergétiques, il faut rentrer sur le concret de chacun des territoires et s'y intéresser dans le détail pour essayer de voir les politiques différenciées à mettre en œuvre sur ces territoires. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par résilience et en quoi c'est un enjeu quand on parle de transition écologique ? La résilience, c'est la capacité, quand on parle d'un territoire, c'est la capacité pour celui-ci à faire face à des crises
Et au-delà d'y faire face, c'est la capacité à se transformer, à utiliser ces crises comme des opportunités de changer pour durablement réduire les risques pour la population. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Avec l'enjeu de résilience, ce qui est mis au cœur de la transition écologique, c'est pas simplement une contribution morale pour que la planète soit belle ou autre, c'est bien l'idée que ce qui est en jeu, c'est la sécurité et le bien-être des populations. Et en cela, le discours sur la résilience, il renouvelle un petit peu le langage classique sur les enjeux de transition écologique parce qu'il permet de s'adresser aux élus, aux citoyens, aux acteurs économiques, avec l'enjeu ultra consensuel et quelque part apartisan qu'est celui de la sécurité et du bien-être des populations. Et pour nous, il est fondamental. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a pu le constater ces dernières années, les crises se multiplient. Entre le Covid, entre la crise énergétique, la guerre en Ukraine, on en a eu pêle-mêle, et il n'y a aucune chance pour que les choses s'arrangent dans les années à venir, dans un contexte de dérèglement climatique qui s'aggrave, dans un contexte aussi où le climat géopolitique risque de s'aggraver. Donc il va falloir être capable de continuer à faire des efforts et à se transformer en dépit de ces crises. Car si on est tout le temps dans la gestion de crise et qu'on n'est pas capable de garder le cap, on finira inéluctablement par aggraver la situation en continuant d'émettre des gaz à effet de serre, en aggravant le changement climatique, en finalement étant incapable de gérer les crises qui surviendront. Et un deuxième enjeu, c'est que la transition écologique, on la vend comme quelque chose de formidable, et elle a plein de vertus, soit pour le bien-être des citoyens, pour éviter des catastrophes plus graves, mais il faut bien comprendre que cette transition écologique qu'on appelle de nos voeux, elle est elle-même déstabilisante. Ça veut dire des pans entiers de notre économie qui vont devoir se transformer. Ça veut dire des pertes d'emplois. Ça veut dire des territoires entiers à refaçonner autour de nouvelles pratiques. Ça sera déstabilisant. Et si les territoires ne sont pas capables d'anticiper ces risques liés à la transition, eh bien, ils risquent de s'aliéner des pans entiers de la population qui pourront refuser cette transition. Faire preuve de résilience, c'est donc faire preuve de résilience à la fois à tous ces chocs énergétiques, climatiques et autres, mais aussi faire preuve de résilience à la transition écologique elle-même. Et donc, quel est le constat aujourd'hui que vous avez fait au sein des collectivités vis-à-vis de leurs engagements environnementaux? Alors le premier constat qu'on peut faire, c'est déjà que énormément d'actions, d'initiatives sont menées un peu partout sur tous les territoires de France. Ces actions sont menées au nom de la transition écologique, énergétique ou de l'adaptation au changement climatique. Pour autant, ce foisonnement d'initiatives, souvent éparses, assez désordonnées, ne fait pas aujourd'hui système, ne fait pas impact. En matière d'adaptation au dérèglement climatique, la France est très très en retard et les territoires le sont également. En matière de transition énergétique, de transition écologique, de réduction de gaz à effet de serre, c'est pareil. On accumule un énorme retard et les objectifs même que se fixent les territoires sur le terrain ne sont toujours pas à la hauteur des objectifs nationaux sur lesquels la France s'est engagée il y a seulement quelques années, en 2015, au moment de l'accord de Paris. Donc, des initiatives, de plus en plus d'initiatives, mais qui aujourd'hui manquent de cohérence entre elles. On peut avoir une collectivité, un territoire qui agit dans une direction sur une politique, par exemple sur une politique de l'habitat ou de la mobilité, mais qui, dans sa politique de développement économique, est totalement orthogonale, fait absolument l'inverse de ce qu'elle promeut par ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a des gros enjeux à la fois dans le niveau d'ambition des collectivités et surtout dans la mise en cohérence, dans l'articulation de ces nouvelles politiques, de cette transformation des politiques pour qu'elles fassent impact et qu'elles répondent véritablement aux enjeux. Et donc, Corentin en parlait tout à l'heure, vous avez décliné ce rapport par catégorie de territoire. Est-ce que vous avez observé des grosses disparités entre ces différentes catégories? Alors oui, pour être pertinent et pour pouvoir intéresser les acteurs locaux, les décideurs locaux, à commencer par les élus, eh bien, il faut reconnaître les spécificités de leur territoire. Il est évident que si vous êtes un territoire littoral, eh bien, vous n'êtes pas touché de la même façon par certains aléas climatiques, comme les tempêtes ou la submersion, qu'un territoire de montagne ou qu'un territoire hyper urbain. Donc, à chaque type d'aléa climatique, une exposition et des vulnérabilités différentes selon les territoires. Et c'est la même chose sur le plan énergétique. Tout le monde comprendra bien que
il y a plus de dépendance de la voiture en zone rurale ou très périurbaine que dans le cœur des villes. Et ça, c'est pour les éléments diagnostiques, mais sur les éléments de réponse, sur les politiques, elles aussi doivent être spécifiques et doivent absolument tenir compte des caractéristiques, que ce soit au niveau des risques et des vulnérabilités, mais aussi des caractéristiques des ressources à la disposition des territoires. Un territoire de métropole très urbain, très dense, va avoir des ressources humaines, des ressources financières, évidemment sans commune mesure avec un territoire rural de plaine ou de montagne pour répondre à ces enjeux. Et donc, tout à l'heure, on parlait de santé, de sécurité. Outre la contribution aux objectifs, quels sont aujourd'hui les bénéfices, que ce soit pour le territoire ou pour ses habitants, de s'inscrire dans cette démarche de résilience? Corentin l'a évoqué tout à l'heure, cette notion de résilience, elle permet vraiment d'adresser les préoccupations les plus locales. Elle leur permet d'abord et avant tout d'anticiper et de réduire les risques de demain. Mais avant même que les crises surgissent et que le territoire se révèle moins vulnérable ou mieux préparé à les affronter, il y a toute une série d'initiatives qui apportent des co-bénéfices. L'exemple qu'on donne souvent, et qui est très actuel, aujourd'hui on est en pleine crise énergétique, aujourd'hui renforcer la rénovation des bâtiments, c'est lutter contre les passoires thermiques, c'est améliorer le bien-être des habitants, c'est améliorer leur porte-monnaie, c'est améliorer l'écologie, lutter contre le réchauffement climatique. Il y a comme ça énormément de co-bénéfices. On pourrait parler de l'évolution de l'agriculture ou de l'alimentation, où là aussi, en réorientant la production agricole vers les marchés locaux, en développant les circuits courts, eh bien, les gens vont non seulement avoir une sécurité d'approvisionnement plus grande en cas de crise, mais vont aussi manger mieux, des produits plus sains, en s'affranchissant davantage de la voiture, en marchant davantage, en faisant davantage de vélo. Eh bien, ils peuvent espérer une meilleure santé. Enfin, il y a comme ça toute une série de co-bénéfices, de bienfaits qui permettent et qui doivent encourager la transformation des territoires, la mobilisation citoyenne la plus large possible, et surtout la mobilisation des élus. Et les élus doivent être capables de porter ces transformations en étant convaincus qu'elles apportent de réels co-bénéfices à leurs concitoyens. Et donc, un peu plus concrètement, quels sont aujourd'hui les domaines d'action sur lesquels les décideurs locaux peuvent agir? Alors déjà, quand on parle des décideurs locaux, peut-être préciser un petit peu de qui on parle. Nous, on s'est beaucoup intéressé à l'échelle de la commune et de l'intercommunalité. Nous, les premiers des décideurs locaux qu'on cible, ceux qui ont quelque part la légitimité pour agir, parce qu'ils ont la légitimité démocratique, ce sont les élus locaux. Et les élus locaux de ces échelons communaux et intercommunaux. Ils sont dans une situation qui est très intéressante pour deux raisons. La première, c'est que ils sont proches de leurs habitants. On n'est pas sur des élus nationaux qu'on voit rarement, on est sur des personnes que les élus fréquentent et en qui ils ont relativement confiance. C'est ce que montrent d'ailleurs toutes les études d'opinion. Les élus de l'échelle communale et intercommunale sont les plus plébiscités. Ils ont donc une position particulièrement avantageuse pour amorcer les transformations ou amorcer le dialogue. Deuxième point qui est très intéressant avec ces élus locaux, c'est que contrairement à la segmentation en ministère, ils ont à peu près tous les grands chantiers de la transformation entre les mains. Ils ont à la fois des politiques qui sont liées à l'aménagement du territoire à travers les plans locaux d'urbanisme, à travers du coup les bâtiments, le logement, qui sont des grands secteurs de la transformation, mais aussi indirectement ou plus directement des choses liées à l'alimentation, grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre qui peuvent aborder, que ce soit à travers leur rapport au foncier ou à travers encore la commande publique, en particulier pour tout ce qui est du registre de la restauration collective. Ils ont encore, si on veut en aborder d'autres, la question des déplacements, à travers, encore une fois, l'urbanisme, mais aussi à travers ces politiques de transport en commun, à travers la possibilité de faire jaillir de nouvelles infrastructures qui vont favoriser certaines politiques publiques locales, ou certaines pratiques, comme le vélo. Et enfin, ils ont aussi un rôle à jouer, et en général, ce rôle, ils l'ont particulièrement au cœur en termes de développement économique. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui des politiques qui sont liées au développement économique font malheureusement l'impasse sur la transition écologique. C'est des politiques qui sont stratégiques pour les élus parce qu'il en dépend l'attractivité de leur territoire, il en dépend des ressources financières pour le budget de la collectivité, il en dépend aussi leur capacité à attirer de nouveaux habitants grâce à ces emplois et à développer de nouvelles activités. Et finalement, au même titre qu'à l'échelle nationale, ces politiques économiques priment souvent sur les questions écologiques. Alors que si elles sont réorientées convenablement,
Les élus aussi ont la capacité d'agir pour orienter les entreprises déjà présentes ou en faisant des choix pour accueillir ou développer de nouvelles activités stratégiques. Donc nous, ces 4 grands chantiers-là, qui sont des 4 grands chantiers de transformation, je récapitule, la question du déplacement sur le territoire, la question de l'économie locale et du travail sur le territoire, la question évidemment de l'alimentation et la question de l'aménagement et de l'urbanisme, on les a abordés conjointement et développés au cours de notre publication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des politiques qui sont segmentées aujourd'hui dans les collectivités, que nous aussi, on a abordé de manière différenciée, une par une, parce que c'est comme ça que les abordent les élus, mais c'est des politiques qui ne peuvent pas se contenter d'être juxtaposées. Elles doivent être pensées en commun, d'où l'importance au sein des collectivités de décloisonner le travail, et d'où l'importance pour nous dans nos travaux de faire un gros plaidoyer sur l'importance de sortir de ces silos, de réfléchir à ces différentes politiques, à leurs intrications, à leur effet de système. On comprendra bien par exemple qu'il ne suffira pas de mettre des voitures électriques ou de dire tout le monde va à vélo pour que d'un coup les distances soient abolies. En revanche, on a moyen de travailler sur les distances et leur réduction, par exemple en faisant en sorte que les emplois se retrouvent plus proches des lieux d'habitation, donc en relocalisant l'activité, en réduisant encore les transports aussi, en mettant par exemple des commerces de proximité en centre-ville. Alors que ça, ce sont des politiques qui sont liées à l'économie locale ou à l'urbanisme, mais qui auront un impact direct sur la capacité du territoire à sortir des énergies fossiles en matière de déplacement. Et donc, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner, parmi ces domaines d'action, quelques leviers que les élus peuvent effectivement actionner pour transformer leur territoire? On a commencé à en évoquer quelques-uns à travers l'alimentation, les cantines scolaires, à travers les plans locaux d'urbanisme pour limiter l'aménagement, favoriser le renouvellement sur les territoires déjà artificialisés. Enfin, on pourrait en citer comme ça pêle-mêle et la publication d'ailleurs en propose un grand nombre. Et elle ne se contente pas cette publication d'ailleurs de simplement citer des grands leviers. Elle montre aussi des exemples concrets de territoires qui agissent aujourd'hui, qui mènent ce type de politique, pas forcément à la hauteur. C'est le fait que ces territoires soient cités ne veut pas dire qu'ils sont exemplaires en tout point ou même que la politique mise en œuvre est parfaite. Mais néanmoins, avec les leviers actuels, des élus arrivent à agir sur ces grands chantiers de transformation. En revanche, il y a des choses qui s'appliquent aussi à tous les territoires et qu'on pourrait citer un peu comme grands exemples, plutôt que rentrer dans des politiques précises. Il y a une des priorités aujourd'hui sur tous les territoires, c'est d'arrêter de mal faire. D'arrêter d'aggraver la situation, de renforcer les vulnérabilités de son territoire à travers des politiques qui en réalité sont complètement obsolètes et on le sait déjà. Par exemple, je sais pas, un nouveau contournement routier ou de nouvelles routes dans un monde où on nous dit il faudra qu'il y ait moins de voitures en 2050, ça n'a pas de sens, même si aujourd'hui on le fait en vertu d'une très bonne cause qui peut être par exemple la réduction des embouteillages ou l'amélioration de la pollution de l'air. Quelle cohérence dans un monde où les voitures en 2050 seront électrifiées et où il y aura moins de circulation? Autant de questions à se poser. Un autre sujet sur l'aggravation des vulnérabilités, construire en des zones qui sont déjà à risque, des zones inondables, des zones soumises à la submersion. Donc là, autant de sujets où on peut arrêter dès aujourd'hui. Et un deuxième point peut-être qui s'applique aussi à tous les élus, à toutes les collectivités, et finalement à tout le monde, c'est se former. C'est continuer d'apprendre sur ces enjeux-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont de très bonne volonté, mais parce qu'ils n'ont pas appréhendé le sujet dans sa complexité, parce qu'ils ne sont pas appropriés cette grammaire nouvelle de la transition écologique, font malheureusement des choix qui sont délétères pour leur territoire en pensant bien faire. Merci beaucoup. Donc on l'a mentionné, vous avez publié plusieurs ressources dans le cadre de ce programme et notamment le nouvel ouvrage qui marque le lancement d'une campagne d'interpellation des élus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui compose ce kit de campagne? Oui, alors il s'agit effectivement d'un kit de campagne dont la publication complète est la pierre angulaire, mais dans ce kit de campagne, on va trouver également 6 cahiers posters qui correspondent aux 6 types de territoires que nous avons travaillés, que nous avons étudiés, hein. Je les rappelle, c'est ville, campagne, territoire de montagne, territoire littoraux, la situation particulière des métropoles et enfin, sixième mais pas des moindres territoires, les territoires d'outre-mer. Donc, 6 cahiers posters sur chacun de ces territoires et également un troisième outil qui, je pense, intéressera beaucoup vos auditeurs. C'est une plateforme d'autodiagnostic des vulnérabilités de son territoire. Donc, tout un chacun pourra enregistrer le nom de sa commune et vous trouverez un portrait des principales vulnérabilités de votre commune ou de votre intercommunalité sur une dizaine d'indicateurs liés à l'énergie. Et dans un second temps, cette plateforme sera enrichie d'indicateurs relatifs à l'adaptation au dérèglement climatique. Donc je récapitule, trois outils principaux, la publication complète de 200 pages, les 6 cahiers posters et la plateforme web d'autodiagnostic des vulnérabilités énergie de son territoire.
Donc avec la publication de ce kit, quel est l'objectif ou les objectifs? Eh bien, les objectifs de ce kit, c'est de nourrir une campagne, hein. Qui dit campagne dit acteur de cette campagne. Donc ça peut être des élus, mais ça peut être des agents territoriaux, ça peut être des simples citoyens qui vont utiliser les contenus, les messages de ces différents outils pour les adresser à leurs élus locaux, de proximité. Euh, Nous voulons contribuer à une finalité qui est que tous les territoires de France engagent une transformation, ou en tout cas engagent un changement de trajectoire avant la fin du mandat. Et c'est très important de ne pas perdre de temps et d'engager dès maintenant ce virage que constitue la transition écologique sur les territoires. Donc, ce kit de mobilisation va permettre à des élus déjà convaincus d'échanger avec leurs collègues, des agents territoriaux, d'animer des débats au sein de la collectivité, ou des acteurs économiques, des acteurs associatifs, je l'espère, de parler à l'oreille des élus, voire même de s'appliquer à un certain nombre des recommandations, des transformations qui sont suggérées à leur propre organisation. Et cela, nous le faisons avec évidemment le shift et l'ensemble des shifters, c'est-à-dire les personnes bénévoles qui soutiennent le shift, mais nous le faisons aussi avec toute une série de partenaires, notamment d'associations, de collectivités et d'élus locaux qui ont travaillé avec nous à la production de ce kit et qui, nous en sommes sûrs, participeront beaucoup à la diffusion, au portage de cette campagne de mobilisation. Très bien, et donc, vous l'avez peut-être déjà un peu abordé, mais vous venez de publier donc, l'ouvrage de 200 pages. Quel est un peu l'agenda des prochaines actions à venir dans le cadre de cette campagne? Alors nous avons effectivement sorti l'ouvrage principal, nous avons sorti un webinaire qui est disponible pour présenter cet ouvrage. Et maintenant, pour aller un petit peu plus dans le détail et dans le concret, des spécificités et des transformations de chacun des territoires étudiés, nous avons prévu 6 webinaires dans les prochaines semaines, là, à partir de début novembre. 6 webinaires qui vont chacun approfondir la situation dans les villes, la transformation des territoires urbains, des territoires ruraux et de chacun des 4 autres types de territoires. Un des points d'orgue de la campagne, ça sera le 22, 23, 24 novembre, le congrès des maires et le salon des collectivités territoriales qui se tient à Paris. Là, nous interviendrons beaucoup tout au long de cet événement. Et ce sera l'occasion également de la sortie en format papier de toutes nos publications, notamment des cahiers posters dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, jusqu'à la fin de l'année et au-delà, avec l'ensemble de nos partenaires, nous allons être amenés à mettre en débat, en discussion, tout ou partie des messages proposés dans ces publications sur le terrain, dans des rencontres nationales, régionales, jusqu'à probablement la fin du premier semestre 2023. Très bien. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut ajouter quelque chose pour compléter ou pour conclure. Eh bien, le message peut-être pour terminer, ce serait de dire qu'être élu aujourd'hui ou être un acteur, un décideur territorial aujourd'hui, c'est certes faire face à des enjeux, des défis assez incroyables, hein, des crises à répétition qu'il va falloir gérer dans les années à venir, mais c'est aussi être en situation de faire prendre un virage et de transformer véritablement son territoire, son organisation sur le territoire, pour la sécurité et le bien-être de ses habitants. Voilà, aujourd'hui, les élus, les décideurs locaux ont l'opportunité d'être de véritables héros de la transformation et de la transition écologique sur les territoires. Il suffit qu'ils en soient convaincus de la nécessité, mais aussi convaincus de leur capacité à agir, et c'est en tout cas l'objet de tous les travaux du Shift Project sur ce sujet. Je vais rebondir sur les propos de Laurent. Je pense qu'il y a très peu d'élus qui, dans leur histoire,
les ancêtres de notre pays ont été confrontés à un challenge aussi incroyable que celui qu'ils ont face à eux aujourd'hui. Et pour ces temps particuliers, on a besoin d'élus nouveaux. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas des bons gestionnaires, c'est des personnes qui sont capables de mener des transformations. Ça peut être galvanisant, ça peut faire peur, mais ce que certains on l'a montré, c'est qu'ils ont la capacité de le faire. Et peut-être la première chose à faire pour ces enjeux, pour se montrer à la hauteur du défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de se montrer sérieux vis-à-vis du sujet. On l'a dit, ce qui est en jeu, c'est pas simplement la couleur de la chaussée ou ce que pense Madame Michu de celle-ci. C'est la sécurité des populations, c'est l'avenir de l'humanité de notre pays. Donc, à minima, être capable de parler franchement des sujets à ses concitoyens. Les élus sont confrontés au quotidien, à travers leur dialogue avec d'autres élus, à travers leur dialogue avec les acteurs du territoire, à travers ceux avec de simples citoyens, à ces personnes. Et en tant qu'acteurs responsables, en tant qu'acteurs respectés, ils ont la capacité à contribuer au changement général de mentalité. Les élus nous disent souvent « Ah ouais, mais je suis isolé, c'est compliqué ». Qu'ils embrassent déjà clairement les sujets, qu'ils apprennent à les comprendre et qu'ils en parlent dans les bons termes et de manière sérieuse, ça contribuera énormément à cette transformation. Oui, j'ajouterais un dernier mot, c'est que certains élus ont bien compris tout ça, et on peut que souhaiter évidemment qu'ils soient de plus en plus nombreux, et des élus qui parleraient franchement à leurs concitoyens, qui porteraient comme ça un message de lucidité, de vérité, mais aussi un message de mobilisation pour inventer collectivement un nouveau projet de territoire. Eh bien ça, ce serait un formidable projet politique avant les prochaines élections municipales de 2026, et pour ceux qui le souhaiteraient, probablement un sérieux atout pour poursuivre leur mandat communal. Donc j'invite les élus qui nous écoutent à réfléchir à ça. Aujourd'hui, il y a une quête de sens, il y a un besoin d'être invité vers un nouveau cap, une nouvelle vision du territoire. Et les élus actuels, sur ce mandat-là, ont encore un peu plus de 3 ans pour faire ce virage, ce changement de trajectoire, et pourquoi pas se présenter à nouveau aux élections fort de ce bilan. Très bien. Eh bien, j'ai plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de prendre la parole. Merci Dorine. Merci beaucoup. Nous l'avons compris, rendre chaque territoire résilient doit devenir un objectif prioritaire pour les responsables politiques locaux. Pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, l'effort doit être collectif et les élus de tous les territoires doivent se mobiliser pour devenir acteurs de cette transformation. À travers leur programme Stratégie de résilience des territoires et la publication du récent rapport, le Shift Project leur propose une boîte à outils pour les accompagner dans leurs réflexions et les aider à passer à l'action. L'objectif, construire avec eux les territoires résilients de demain. Vous pouvez retrouver le rapport complet et le kit de sensibilisation dont on a parlé dans les ressources de ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.